Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Le Temps de l'AVC, le podcast qui vous explique l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, et vous fait rencontrer les acteurs de la prise en charge aux soins en passant par la rééducation. 3 saisons de 10 épisodes pour tout savoir, et nous sommes donc actuellement dans la saison 1. L'homme qui nous accompagne et nous explique l'AVC, c'est le professeur Éric Jouvent de l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour professeur. Bonjour Bruno. Éric, dans l'épisode précédent, notre patient est arrivé à l'hôpital, il a été pris en charge par l'équipe AVC qui, si j'ai bien retenu, est composée d'une neurologue, un infirmier, un aide-soignant et une externe. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément au rôle du neurologue dans cette équipe. Bonjour Elisa Ouin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes neurologue à l'hôpital Bichat de la PHP. Quand le patient arrive, qu'est-ce que vous faites en pratique ? Déjà, on arrive avec l'équipe. L'idée, c'est de se présenter parce qu'ils sont un peu stressés quand même à ce moment-là, donc de venir leur expliquer ce qui va se passer. Moi, je commence toujours de la même manière, c'est de leur dire, vous allez voir, tout va s'agiter autour de vous. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur ce que je vous dis moi. Et donc, on reprend, alors, quand c'est possible, l'histoire de ce qui s'est passé pour définir l'heure de début, savoir à combien de temps on est à peu près. Pendant ce temps-là, généralement, l'équipe d'infirmières peut faire la prise de sang, s'assurer que tout va bien sur le plan clinique global. Et puis, on le réexamine le plus vite possible avant de le mettre dans l'IRM. Et de refaire le point. Et il y a un relais, puisqu'il y a une équipe qui prend en charge avant que toi tu le prennes en charge avec les pompiers. Comment vous transmettez l'information ? Alors, généralement, juste avant de voir le patient, d'ailleurs, c'est vrai, le pompier ou l'équipe du SAMU, plus souvent les pompiers, nous expliquent le cas rapidement. Le patient a présenté telle chose à telle heure, voilà ce qu'on sait de ses données, il a tel antécédent, il est autonome comme ça à la maison. Et puis après, moi, je retourne systématiquement essayer de refaire le point avec le patient. Et le patient, il est toujours capable de répondre à tes questions ? Pas toujours. Et donc, généralement, quand c'est comme ça, on l'examine tant bien que mal. Et moi, après, j'essaye de retrouver par un numéro de téléphone que m'ont laissé les pompiers ou parce que la famille l'a accompagné, d'aller revoir la famille sur les premières séquences de l'IRM, ce qui me laisse un petit peu le temps de bien être sûr de ce qu'on fait, quelle heure était le début et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ça veut dire qu'un patient, par exemple, il peut ne pas comprendre quand tu lui poses des questions ? Oui. Complètement. Et parfois, il peut ne pas parler, donc ne pas pouvoir répondre aux questions. Et c'est à ce moment-là que le rôle aussi des pompiers en préhospitalier, mais aussi de la famille qui est pas loin ou de la personne qu'on peut réinterroger est important parce que certains médicaments vont contre-indiquer les traitements de l'aigu et ou l'IRM simplement. Et donc, c'est quand même assez... faut réussir à obtenir le plus d'infos possible en un minimum de temps. Et généralement, c'est vrai que c'est le temps de préparation du patient qui nous permet d'avoir ce truc-là, si on n'a pas fait un préhospitalier. Et donc, il y a plusieurs membres dans l'équipe, on l'a dit, il y a une aide-soignante ou un aide-soignant, il y a une infirmière ou un infirmier, il y a souvent des étudiants. C'est comment on coordonne l'action de tout le monde ? Généralement, moi, l'infirmière, elle sait ce qu'elle a à faire. Donc, dès que le patient arrive, elle va le voir et elle commence à faire sa prise de sang pour aller le plus vite possible. Et puis, la coordination, l'aide-soignante pendant ce temps-là prend l'attention ou essaye de récupérer éventuellement une ordonnance s'il y a les pompiers qui sont à côté. Enfin, c'est un bordel organisé. Enfin, chacun a un peu sa place et tout le monde essaye de composer en fonction de qui est où, des dispositions, comment est le patient. Généralement, le manip radio est pas loin, donc il commence aussi à préparer la table d'IRM. Et en tout cas, le médecin, une fois qu'il a examiné le patient et s'il a pu parler, a réussi à récupérer les infos. Sinon, pendant que le reste est fait, c'est à ce moment-là qu'on va récupérer les infos avec ceux qui peuvent nous les donner. Et donc, du coup, j'imagine qu'il faut savoir s'adapter parce qu'il doit y avoir plein de situations entre le patient qui arrive. Il y a parfois des patients qui arrivent et qui parlent, d'autres qui parlent pas. Parfois, il y a la famille qui vient avec. Parfois, on a des informations. Parfois, on n'en a pas. Parfois, les patients prennent des traitements, on le sait pas. Est-ce qu'il faut récupérer quelque chose sur la prise de sang avant de décider d'un traitement d'un malade, par exemple ? Ouais, quand on sait pas, en fait, on teste est-ce qu'il y a des anticoagulants ou pas au sens un peu global. Après, très souvent, on arrive quand même à retrouver l'info, sauf, ça arrive, le patient qui parle pas et qui en plus a pas de famille, rien du tout. Mais bon, en préhospitalier, les pompiers sont assez habitués, ils récupèrent des papiers, des ordonnances, des dossiers. Donc les anticoagulants, c'est un médicament qui va fluidifier le sang, oui, et qui contre-indique certains traitements, c'est ça ? Exactement. Étant donné que le traitement d'urgence que le neurologue peut administrer, c'est la thrombolyse, c'est un traitement qui fluidifie très fort le sang. Et chez les patients qui ont déjà le sang trop fluide, à l'heure actuelle, on estime que le risque est trop grand de leur mettre en plus la thrombolyse. Donc ça contre-indique, en tout cas, si le traitement est à dose efficace, ça contre-indique la thrombolyse. Et donc du coup, on doit faire une imagerie pour ces patients parce qu'en fait, quand on les voit à ce moment-là, on ne sait pas s'ils ont un AVC. Exactement. Et surtout, on ne sait pas si c'est un saignement dans la tête ou si c'est une artère qui est venue se boucher. Et ça, c'est l'imagerie qui nous permet de faire la différence entre les deux. Parce qu'évidemment, si ça saigne dans la tête, on ne peut pas mettre un traitement qui fait saigner plus fort, sans quoi ça se passe assez mal.
D'accord. Et s'il y a une artère bouchée dans la tête, c'est toujours le même type d'artère qui est bouchée? Pas toujours. Les symptômes sont différents en fonction de l'artère bouchée. Donc, on a déjà, nous, une idée au moment où on examine le patient de qu'est-ce que ça peut être. En tout cas, c'est comme ça aussi qu'on regarde l'IRM un peu différemment ou le scanner quand il n'y a pas d'IRM possible. Mais selon l'artère bouchée, on a des symptômes qui vont être un peu différents. Et ensuite, l'imagerie vient confirmer que c'est bel et bien une artère bouchée parce que si ça saigne à cet endroit-là, que ce soit une artère bouchée ou, enfin, selon l'endroit du cerveau, les symptômes dépendent de l'endroit du cerveau qui est touché. Donc, que ce soit sur une artère bouchée ou sur un saignement, on peut pas savoir à l'avance qu'est-ce que ça va être. Et donc, l'idée après, si l'artère est bouchée, c'est de savoir laquelle et qu'est-ce qu'on peut proposer. Et du coup, là, tu parles que d'artère bouchée ou d'artère rompue, mais est-ce que ça peut être autre chose qu'un AVC, les symptômes du patient? Oui, ça peut parfois être autre chose. À ce moment-là, souvent, on a une imagerie normale et c'est pour ça qu'on préfère aller jusqu'à l'IRM quand c'est possible, parce que l'IRM est quand même beaucoup plus précise que le scanner et donc, si jamais c'est pas un AVC, on a généralement plus de données si l'IRM... C'est-à-dire que le neurologue, il sert à rien, en fait, parce qu'il est, sans l'IRM, il est à poil? Après, il y a quand même des sens cliniques. Par définition, l'AVC, c'est un symptôme qui arrive brutalement, qui peut être expliqué par une atteinte, une localisation cérébrale précise. Et le neurologue, à l'avance, normalement, et je pense que c'est ça qu'aiment tous les neurologues vasculaires, sait quel endroit ça va être. Et l'IRM ne fait que confirmer son propos. Parfois, il se trompe, hein, évidemment. C'est pour ça qu'on fait l'IRM. Mais en tout cas, je dirais que il sert pas à rien parce qu'il sait à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Et surtout, il explique aux patients ce qui va lui arriver, ce qui est aussi un peu important parce que c'est un moment où ils sont pas mal stressés. Et donc, avoir quelqu'un qui leur explique voilà comment ça va se passer, il va y avoir ci, il va y avoir ça, c'est à mon sens capital. Alors, j'ai juste une dernière question, mais pourquoi on passe pas à l'imagerie plus rapidement, finalement, pour le patient? Pourquoi, quand il arrive, on se dit, bon, allez, imagerie, et après on verra? Pourquoi tout le process en amont? Alors parce que ça peut arriver que le neurologue, et c'est pour ça qu'il est là, dise non finalement c'était pas du tout un AVC, Bien on sûr. va pas mettre l'IRM. Et puis encore une fois ça nous oriente nous aussi. Parfois sur des interprétations un peu difficiles, le fait de savoir ce qu'on cherche permet de le trouver beaucoup plus efficacement. Merci Elisa Ouin, neurologue à l'hôpital Bichat de la PHP. Voilà, cet épisode est terminé. Merci professeur Jouvent. Fin de cet épisode donc. Merci à toutes et tous pour votre fidélité à ce podcast. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, des commentaires. Ça fait toujours plaisir et je vous rappelle que ce podcast est proposé par le réseau FHU qui réunit des acteurs de la PHP, l'INSERM et l'Université Paris-Cité. Belle journée à toutes et tous et surtout, prenez soin de vous.